Bonsoir. Merci d'être à nouveau là pour cette deuxième table ronde dispute intitulée Réarmer les imaginaires du bonheur. Et pour celle-ci, j'ai le plaisir d'accueillir Georges Arabatsis, qui était là pour la première conférence inaugurale, le philosophe Emmanuel Puissé-Jovin, ainsi que les artistes Maro Michalakakos et Jean-Philippe Rossignol. Pour essayer de tisser encore un lien avec ce qui vient d'être dit précédemment, j'ai encore envie de revenir sur cette notion de bonheurologie que racontait Fotini, où elle expliquait qu'on était quand même dans une société où on nous intimait tout le temps d'être heureux et qu'on ne savait plus très bien quel était ce bonheur. Et la question que j'aimerais qu'on se pose tous ensemble, ça serait de peut-être s'interroger sur la manière dont les arts, et a fortiori la fiction, pouvaient nous aider à peut-être nous réapproprier une notion plus personnelle et plus individuelle du bonheur. Et on en discutait un petit peu hier avec vous, Jean-Philippe Rossignol, où vous soulignez le caractère guerrier de l'intitulé. Et oui, on s'interrogeait sur le terme réarmer et son potentiel guerrier. Et du coup, cette question, est-ce que c'est une guerre des imaginaires du bonheur ? En effet, c'est vrai que quand j'ai vu l'intitulé de cette rencontre, Réarmer les imaginaires de bonheur, je me suis demandé si face à la guerre, il fallait répondre par la guerre. Et ma nature ne me porte pas à ça, mais en même temps, dans la conversation, on se disait qu'en effet, comment l'individu aujourd'hui, dans sa liberté, comment parvient-il à la conserver au-delà des injonctions de bonheur, justement, où finalement d'être très heureux ou d'être de plus en plus heureux d'une manière un peu artificielle. Est-ce que on conserve son libre arbitre? Alors, est-ce que pour ça il faut faire la guerre? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est sûr qu'il y a une opposition. Il y a une opposition entre un monde qui s'uniformise, qui s'homogénéise, et la technique est là pour ça. Donc comment l'individu trouve dans l'interstice sa propre voie et sa propre liberté. Alors est-ce qu'il faut mener une guerre pour être libre, ou alors est-ce qu'on décide d'être libre au sein d'une certaine conformité et au sein de la société telle qu'elle peut nous être dictée? Je pense que c'est quelque chose de très personnel. Mais je pense que beaucoup de personnes ne se demandent pas du tout, ne se sentent pas en guerre intérieurement. Ils jouissent aussi des biens qui leur sont proposés. Et comme ce sont des biens qui accélèrent la rapidité de l'être, parce qu'on peut se joindre encore plus facilement, on a accès à des outils technologiques qui sont en plus très beaux, très esthétisants, très design. Donc je pense qu'il y a une jouissance, de l'objet, il y a une jouissance de la technique. Donc je pense que en cela c'est pas une guerre, c'est au contraire c'est un plaisir. Après, je sais pas ce que ça implique, mais... Et ce plaisir, il nous apporte le bonheur? Je sais pas. Est-ce que vous voulez, cher philosophe, au bout de cette rangée, peut-être réagir sur cet intitulé de Réarmer les imaginaires? Avec plaisir. Moi, en fait, j'aimerais partir de l'idée qu'en fait, quand on prend ce sujet, c'est comme ça que j'y suis entré. On a presque envie de se dire, mais en fait, il n'y a pas de sujet. Le bonheur, c'est pas la peine de le réarmer. Il est parfaitement là, le bonheur. On l'a au coin de sa rue. On nous propose à foison énormément de programmes, de bien-être, zen. Il y a tout un tas de formules psychologisantes. On a absolument tout ce dont on a besoin pour être heureux. Évidemment, c'est inégal selon les endroits où on se trouve sur la planète.
bien sûr, mais on a du prêt-à-porter bonheur facilement utilisable. Donc on pourrait se dire que non seulement il n'y a rien à réarmer, mais qu'il n'y a même pas à se poser la question de l'imaginaire, parce que le bonheur est une réalité. Et c'est tellement vrai, et ça a été dit lors de la séquence inaugurale, que le bonheur aujourd'hui on le mesure. Hein, il y a un pays, effectivement, qui a décidé de produire, à côté du produit national brut, une nouvelle mesure du bonheur national brut. Et il y a aujourd'hui des World Happiness Studies qui permettent de classer les pays et de dire, bah voilà, alors là, le premier pays heureux au monde, le Danemark, par exemple, et puis toute une échelle de pays qu'on peut arriver à classer. Donc on a le sentiment qu'en réalité, tout est clair. La question, c'est de savoir où on va, au fur et à mesure du temps, se situer sur cette échelle. Évidemment, on voit bien que ça coince. On ne peut pas s'arrêter là. Parce qu'en réalité, ça sous-tend plusieurs choses, cette approche. D'abord, ça sous-tend l'idée qu'on saurait parfaitement de quoi on parle. Or, le bonheur, hélas, on se rend bien compte que c'est quelque chose qui échappe à la définition. C'est en réalité un phénomène qui est d'abord marqué par la multiplicité de ces incarnations sensibles, de ces manifestations empiriques, et qui résiste, comme si le bonheur s'ingéniait à tenir en échec en permanence les prétentions du concept. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette conception qui nous laisse à penser que le bonheur est au coin de la rue, c'est une conception qui est exclusivement fondée sur l'idée que le bonheur, c'est posséder. Or, est-ce que le bonheur y est plus du côté de l'avoir, ou est-ce qu'il est plutôt du côté de l'être? Et en réfléchissant à ce que je souhaitais dire, je me suis rappelé un film que peut-être vous avez vu, qui est un film, je crois, du début des années 70, d'Elia Kazan, qui s'appelle L'Arrangement. C'est un film extrêmement intéressant, où au début, vous avez un personnage incarné par Kirk Douglas, et il a tout. Il a absolument tout. Et le début du film, c'est quoi? C'est il veut se suicider. Il a tout et il veut se suicider. Et il se cherche tout au long de ce film. Et il y a un moment, il a trouvé le truc. Et sa femme qui l'entoure, etc., lui dit, alors qu'est-ce que tu veux faire? Il répond, be. Alors il lui dit, ok, but be what? Just be. Donc le bonheur est-il du côté de l'avoir ou est-il du côté de l'être? On voit bien qu'il y a une vraie question. Et enfin, troisième et dernier point, le bonheur, il échappe, je crois, à toute forme de normativité. On n'a pas de manuel du bonheur. C'est une illusion de croire que l'on pourrait arriver à déterminer des critères en fonction desquels il suffirait de cocher les cases pour y entrer. Non seulement c'est une illusion, mais l'histoire nous montre que ça peut être éminemment dangereux. Lorsque un certain nombre de régimes politiques se sont mis à faire ça, il y a pu y avoir quelques questions. Le grand bond en avant en Chine, c'était quoi la formule? Je ne sais jamais si c'est 3 ou 10 ans, peu importe. 3 ans de bonheur, 3 ans d'effort pour 1000 ans de bonheur. C'était ça la formule. Évidemment, ce n'est pas forcément quelque chose que l'on appelle de nos voeux. Donc, en fait, on se rend compte que, finalement, il y a un problème avec le bonheur. Et peut-être que, précisément parce qu'il y a un problème, on a un sujet, c'est là qu'on arrive à l'idée du réarmement des imaginaires, en se posant la question, mais comment est-ce qu'on peut aider le bonheur à retrouver droit de cité, sans que ce soit, encore une fois, se prête à porter du bonheur, ce que j'appelais de cette manière-là. Et là, ce que je voudrais dire, moi, sur votre sujet, sur le sujet réarmer les imaginaires du bonheur, c'est plusieurs choses. C'est qu'il y a eu des imaginaires du bonheur. Il y en a eu un certain nombre qui ont été proposés. Saint-Just nous disait, au moment de la Révolution française, le bonheur est une idée neuve en Europe. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire qu'on avait un projet d'éradication du mal. On était parfaitement dans ce que Barthes appelle la mythologie, c'est-à-dire qu'on pensait vraiment qu'on allait véritablement, grâce au progrès des Lumières, accéder à cela. Et on se rend compte en fait que ces imaginaires, ils sont fatigués aujourd'hui. Ils sont profondément fatigués. Donc la question, c'est quels sont les imaginaires nouveaux qu'on peut arriver à convoquer, qu'on peut arriver à mettre en place, de sorte que le bonheur soit davantage protégé. Et je ne veux pas être trop long, mais de mon point de vue, il y a trois possibles idées. Un premier imaginaire, c'est ce que j'appellerais la sortie du monde. C'est-à-dire que oui, je crois qu'il y a d'ailleurs une table ronde qui est consacrée à cela, faut-il quitter la ville? La sortie du monde. Après tout, finalement, pourquoi est-ce qu'on ne se dirait pas que, pour reprendre une distinction d'un ouvrage célèbre, à défaut d'arriver à traiter l'obstacle, on va retourner à la transparence. Évidemment, je pense à Rousseau. Finalement, est-ce que la vérité n'est pas dans ce retour à l'immédiat d'une nature originelle où il y avait une forme de bonheur parce qu'il y avait une forme d'immédiateté? Évidemment, c'est beaucoup plus complexe chez Rousseau, parce que le même Rousseau qui nous dit ça
Ensuite, il va dénoncer dans le contrat social la chose en disant qu'il faut se féliciter du moment où on entre en société parce que d'un animal stupide et borné, on a su faire un citoyen. Donc c'est beaucoup plus complexe. Mais après tout, c'est une première option. Une deuxième option, et elle a été signalée, à laquelle je souscris tout à fait, c'est évidemment l'art. L'art, et l'art, avec la phrase de Stendhal en tête, le beau est une promesse de bonheur. L'art est sans doute, par la capacité qui est la sienne, qui lui est propre, comment dirais-je, un domaine qui permet de réarmer les imaginaires du bonheur, parce que l'art, qu'est-ce que l'art, sinon la capacité à nous montrer qu'il y a, au-delà de la pesanteur de l'ici et du maintenant, peut-être quelque chose qui peut se lever, que nous n'avions pas vu, une absence insoupçonnée, et que justement l'artiste, parce qu'il est l'artiste, va arriver à mettre en scène. Pour reprendre une formule de Camus, Camus dit « mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde ». Si on retourne la formule, qu'est-ce qui fait le poète? Il nomme les choses. Il nomme les choses. Et à l'appel de leur nom, elles répondent présent, les choses. Elles entrent en présence. Est-ce que le poète, nommant bien les choses, n'ajoute pas du bonheur au monde? Je pense profondément ça. Troisième imaginaire possible, c'est que l'inconvénient des deux premiers, c'est que ça se joue dans un rapport extrêmement individuel. Que ce soit l'artiste, que ce soit la personne. Et est-ce qu'il est envisageable aujourd'hui d'imaginer qu'on puisse vraiment réarmer les imaginaires du bonheur sans inscrire ça dans un projet collectif? Je pense que c'est absolument essentiel. Autrement dit, peut-on être heureux? Le bonheur n'est-il pas un scandale pris isolément face au scandale du monde en tant que tel? Et n'a-t-on pas besoin de réinvestir cette question-là aussi au plan collectif? Et là, bien évidemment, on peut l'illustrer de maintes manières, par le combat contre le changement climatique, par le réinvestissement fort dans le domaine de la biodiversité. Il y aurait bien d'autres exemples. Donc c'est comme ça que moi j'appréhende le sujet, qui donc a tout son sens, du coup, mais je crois qu'il faut faire tout ce chemin pour arriver à comprendre vraiment la pertinence de la question de ce réarmement, pour le dire ainsi. Et réarmement, pour moi, c'est pas belliqueux, c'est pas violent, mais ce que j'entends dans cette métaphore, c'est la détermination. Le bonheur, ça se protège. Et il faut être actif. Ce que vous disiez de très intéressant, c'est que finalement, il ne peut pas y avoir de bonheur sans imagination. Et vous citez aussi ce très beau film d'Elia Kazan. Je voulais me tourner vers vous, Georges Arabatsis, parce que vous connaissez bien le cinéma contemporain grec, et j'ai pas pu m'empêcher en fait de remarquer qu'en introduction à votre livre Éthique du bonheur et Orthodoxie Abyssens, vous citez justement deux cinéastes, et je me demandais si vous pouviez nous raconter un petit peu comment le cinéma grec, quel est l'imaginaire ou les multiples imaginaires du cinéma grec contemporain. Oui, je vais faire un petit détour tout d'abord. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a une guerre entre les concepts et le bonheur, c'est tout à fait naturel. Et en ce qui concerne le film dont vous avez parlé, The Arrangement de Kazan, c'est le roman d'émancipation, ce film. D'émancipation de quoi? Du malheur. Mais ce malheur se trouve où? Se trouve dans la maison même, dans le domicile même de l'héros, de Kirk Douglas. Donc ce malheur, cette émancipation, ce n'est pas une émancipation d'une oppression générale, mais c'est l'émancipation d'une oppression qui est tout à fait individualisée. Sa femme, sa maison, son père qui meurt, tous ces détails qui font que le malheur se réalise dans des choses concrètes. Par exemple, pour voir comment l'imaginaire est désarmé à nos jours, on peut voir l'autre film, je ne sais pas si vous l'avez vu, V for Vendetta, ce film de science-fiction. Il y a aussi l'oppression, il y a aussi l'émancipation, mais c'est le diable, c'est presque un roman gothique, c'est l'émancipation du diable. On ne dit pas comment ce malheur est réalisé dans le concret. Donc on ne donne aucune issue de nous émanciper. Je ne suis pas sûr que c'est un film vraiment pour l'émancipation ou un film fasciste.
Mais on pourrait faire encore une classification entre des films qui sont assez pareils. Il y a le dernier film de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut. Je ne sais pas comment ça se traduit. Donc pour celui-ci, le diable se trouve dans un groupe de hommes très bien définis. Ce sont les hommes qui ont bien les moyens de faire le mal. Il y a le diable, il y a le malheur, et ça c'est dû à un groupe de hommes qui sont bien définis et qui ont le potentiel de faire le mal. Par contre, The Ninth Gate, par Roman Polanski, là, le mal ne se trouve pas, c'est le puissant. Le mal se trouve, c'est l'homme de commun, c'est l'homme de tous les jours. Le plus grand incarnateur, la plus grande incarnation du diable, c'est l'homme moyen. Ce n'est pas l'homme qui a le plus de puissance ou plus de pouvoir de faire le mal. Et ça fait la spécificité du cinéma grec qu'on dit de côté, ou quelque chose dit Weird Greek Cinema. Par exemple, le premier film de Lanthimos, La Canine, il y a aussi le malheur, mais c'est un malheur bien défini. C'est la famille grecque. C'est ça qui fait sa valeur extraordinaire. Et ceux qui connaissent bien la Grèce connaissent très bien que la famille est une structure très résistante en Grèce. Et ce qui fait l'émancipation des films de Lanthimos bien plus réel que l'émancipation de V for Vendetta, c'est qu'il décrit ce qu'on a besoin de nous émanciper. Il nous montre où est le diable. Par la suite, il est devenu un metteur en scène, on dit, de style international. Mais je crois qu'on peut faire ces petites classifications. Et cette idée de guerre de l'imaginaire, pour moi, c'est tout naturel. On se souvient qu'en 1984, le roman de George Orwell, la guerre est une moyen de manipuler les gens, de les faire obéir ce qu'ils veulent obéir. Donc, à peu près, c'est ça que est l'idée que j'ai faite de ces choses-là. Vous dites qu'il y a une guerre entre le concept et le bonheur, et vous, tous les deux, vous avez cette très jolie phrase qui est « réfléchir, pas pour les idées, mais pour être sensible ». Et j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Oui, on a utilisé cette phrase qu'on trouve très importante à notre performance. Et en fait, je trouve que c'est ça le plus important, c'est que les artistes aujourd'hui, et peut-être pas que les artistes, les écrivains, enfin, tous, qu'on réfléchisse pas pour les idées, mais pour être sensible. D'accepter notre condition humaine, ça va nous rendre déjà beaucoup plus heureux. Et puisqu'on va vivre à l'échelle humaine, on verra constamment la faim. On va être plus respectueux. Enfin, je crois que c'est ça la solution. Et comme artiste et comme personne, enfin, grecque, qui a vécu aussi en France, enfin, comme personne. Et c'est vrai qu'en ce moment, l'art politique, comme on dit, elle devient très importante. Mais nous, les artistes, je pense aussi qu'il ne faut pas qu'on oublie que c'est bien de ne pas oublier qu'il faut être sensible, il ne faut pas avoir peur de ça, ni honte. Et c'est dommage de travailler avec des slogans et pas avec les formes, mais aussi, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on est des êtres entiers, où on n'a pas besoin de séparer notre esprit de notre corps, qu'on est un tout. Et comme un tout, on peut créer, on peut vivre, et puis voilà. Jean-Philippe ?
Ça me touche beaucoup ce que dit Maro, parce que c'est aussi comme ça qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés par des artistes qui nous touchent beaucoup. Et en préparant tout à l'heure ce qu'on a montré, c'est vrai que il y avait des images qu'on a pu regarder de Mona Hatoum ou lire des entretiens avec Joseph Beuys ou Yanis Kounellis, enfin, des artistes voilà, des années 60, 70 qui n'ont pas séparé la vie et l'art et qui ont toujours été dans une recherche personnelle. Donc politique, c'est-à-dire que ces artistes-là disaient mais si vous ne vous posez pas de questions personnelles et si vous ne renvoyez pas vos questionnements personnels aux autres, eh bien vous êtes des robots et votre sensibilité doit à tout prix rencontrer le politique, rencontrer la collectivité, entre guillemets. Et ça passe par le sensible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une démonstration de l'art parce que des moyens sont mis à disposition, des moyens souvent très importants et spectaculaires. Et donc on a des œuvres gigantesques dans des musées gigantesques, qui sont parfois des œuvres très belles, mais qui sont aussi de l'ordre du spectaculaire. Et est-ce que le spectaculaire touche personnellement un individu? Ça peut, mais on est aussi pris dans une fiction, mais qui nous dépasse. Et il y a un effet hollywoodien de la création, quoi. Je ne sais pas si tu veux. Si on attend de l'art qui puisse être actif dans le monde, justement, et notamment autour de cette question du bonheur, comment on fait pour ne pas à nouveau livrer un autre manuel de bonheur clé en main, comme Emmanuel le décrivait il y a quelques minutes? Comment on évite de dire aux gens c'est comme ça qu'il faut être heureux? Justement, en évitant les slogans. Je pense que on donne pas, il n'y a pas un manuel on ne sait pas qui sait comment vivre le bonheur. De toute manière, je trouve que c'est vraiment personnel pour chacun et chacun doit faire ce chemin et le trouver, et faire le chemin déjà, c'est énorme. Et bon. Je vais revenir à ce film V pour Vendetta et à ces questions du fait que souvent, et plutôt reprendre sur Lanthimos et le film Lobster, qui est dans la deuxième partie de sa carrière, où il est plus international, évidemment. Mais donc c'est l'histoire où en fait les hommes doivent absolument être en couple, sous peine d'être transformés en animal à la suite d'une sorte de colonie de vacances qui les aiderait à apprendre ça. Et en fait, si on généralise un peu, on se rend compte que c'est souvent des anti-bonheurs qui sont représentés dans le cinéma contemporain et qu'il y a plus de dystopie. Et je me demandais si vous pensiez que les dystopies sont peut-être plus mobilisatrices que les utopies. Je pense qu'elles sont plus séduisantes. Les dystopies? Oui. En art, c'est bien plus séduisant quand même. Et puis ça fait rêver d'une manière peut-être un peu malsaine, mais ça fait rêver. Donc, mais ça ne veut pas dire que ça peut aussi nous faire... On peut se poser des questions en voyant ces dystopies-là, et puis vraiment des questions profondes. Qu'on n'oserait pas s'imaginer qu'on pourrait nous-mêmes avoir quelque part bien caché. Donc, je pense que c'est bien, moi. Mais... Bon, c'est vrai que la plupart
la plus grande partie de l'imaginaire aujourd'hui est un imaginaire dystopique. Il n'y a pas grand lyrisme, il n'y a pas d'image de grande clarté comme c'était les films des années 60. Il y a un naturalisme qui est habillant. Il y a des films de science-fiction style gothique, d'une part. Et de l'autre part, il y a un naturalisme qui est aussi morose et morne, comme ce sont les films qui parlent du capitalisme, comme L'Axe de Costa Gavras, qui est aussi un film supposé naturaliste. C'est une manière de dire que le monde est un fait accompli et on ne peut rien faire. Et on montre ce qui est déjà accompli, déjà fait. Ce manque de l'esprit utopique, ça doit être une raison pour être inquiète, je pense. Dans ma tête, il n'y a rien de plus dystopique que le journal télévisé. Ce qui le fait tout à fait dystopique et le fait qu'il est partout la même. Il y a un metteur en scène anglais qui parle des images d'aujourd'hui comme monoformes, forme unique. Alors le journal télévisé incarne justement cette forme unique. N'importe où on va au monde, il y a le même format. Un présentateur, des reportages, de l'image, de la musique avec les reportages. C'est presque ça devenu une institution. Et pour moi, c'est exactement cette idée qu'il y a une forme seulement et il ne peut pas avoir rien d'autre. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans votre spectacle, dans votre happening au terrasse, c'était que c'était cette ouverture de forme, une forme nouvelle. C'est ça pour moi, armer l'imaginaire, c'est avoir des formes nouvelles et pas retourner toujours aux mêmes formes. En gros, c'est ça pour moi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce que le propre de l'art, c'est justement quand le sensible arrive à faire exploser l'intelligible. Si vous êtes chez Kant, par exemple, dans la critique de la faculté de juger, c'est exactement ce qu'il explique. Il y a la définition du sublime, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui transcende les limites de l'entendement humain. Et qui fait d'ailleurs qu'on éprouve une émotion aussi forte. Donc l'art, il est exactement fait pour ça, pour faire en sorte que là où on croit que quelque chose est délimité, on se rend compte qu'il y a quelque chose après. Que l'on peut parfaitement... là où il y a une forme de tyrannie de l'ici et du maintenant, on peut arriver à démontrer qu'il y a autre chose. Et ça, c'est totalement... Et ce qui est très intéressant, je reste chez Kant, c'est que la faculté la plus importante, c'est quoi? C'est l'imagination. L'imagination comme trait d'union entre la sensibilité et l'intellect. Donc on est tout à fait au cœur de notre sujet. Donc il y a un potentiel de réarmement des imaginaires avec l'art qui est très très fort, et effectivement du fait de cette force de l'alliance du sensible et de l'imaginaire. Reine des facultés, comme disait Baudelaire. Donc ce qui veut dire, c'est que finalement, le simple sentiment esthétique suffit à nous faire comprendre que d'autres mondes existent. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Je pense que la puissance de l'art, elle est exactement là, dans notre capacité à nous, comment dirais-je, ça ne veut pas forcément dire qu'on va être dans un discours consistant à croire qu'il y a des arrière-mondes dénoncés par Nietzsche, à la Platon, etc. Non, ça veut dire qu'on va continuer à agir ici-bas, hein. On va continuer à être dans la formule de Lacan, le réel c'est quand on se cogne, mais l'art aura absolument, comment dirais-je, fait exploser les cadres en montrant que, encore une fois, les limites dans lesquelles nous nous inscrivions, notamment parce que les formes étaient les mêmes, eh bien, on peut les dépasser. Et ça, je pense que c'est absolument constitutif de l'imaginaire, de la puissance de l'imaginaire. Et c'est aussi, si je peux me permettre, une manière de... Parce qu'il y a une forme de bonheur
qui nous, comment dirais-je, qui nous rend esclaves. Il y a une forme de bonheur qui nous a servi aussi. Hein. C'est ce que je disais un petit peu en introduction. Si on veut aussi arriver à libérer le bonheur d'une acception un peu trop facile, qui pourrait être la sienne, consistant à dire, ben voilà, le bonheur c'est l'acquisition des choses matérielles, hein, pour aller vite, là les imaginaires vont aider le bonheur. Et ils vont l'aider comment? Parce que le bonheur, ça peut être très ennuyeux en fait. On peut vraiment s'embêter avec le bonheur. C'est dans la nouvelle Héloïse, Julie qui dit « le bonheur m'ennuie ». Et pourquoi c'est ennuyé potentiellement le bonheur? Parce qu'on a l'impression qu'il ne se passe plus grand-chose. Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est à la fin des contes de fées. La dernière phrase, c'est quoi? C'est ils vécurent très heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et c'est terminé. Comme s'il n'y avait plus rien à raconter, en fait. C'est fini. Le temps est suspendu, l'histoire est suspendue. Et ça, il faut lutter contre cette approche du bonheur-là, pour lui redonner une sorte de pouvoir grâce à l'imaginaire. Et encore une fois, je pense que l'art, dans toutes ses différentes modalités, hein, la peinture, la poésie, etc., peut vraiment y contribuer. Merci beaucoup. Non, peut-être justement pour prolonger ce que vous disiez sur la dystopie, et à un moment vous parliez du capitalisme, parce que d'un seul coup, moi qui ne suis pas dans le réarmement, je me dis quand même que quel art propose-t-on, puisque vous parlez d'art, mais il y a une phrase de Chamoiseau, l'écrivain guadeloupéen d'origine d'expression française, pardon, et il dit, une phrase récente, il dit le capitalisme n'a plus d'arrière-pays, il faut l'abattre dans nos imaginaires. Et je trouve cette phrase exceptionnelle parce qu'il constate une réalité. Et le plus difficile pour nous maintenant, et pour conquérir entre guillemets l'art, ou en tout cas avoir accès encore à l'art et créer de l'art, ça passe quand même par abattre ce capitalisme dans nos imaginaires. Et c'est quand même une chose très difficile à faire. Parce que, qu'on le veuille ou non, nous sommes conditionnés, qu'on le veuille ou non, on a des modèles qui nous sont proposés et qui sont séduisants. Et l'imaginaire en tant que tel implique une création personnelle, implique un imaginaire personnel. Et il n'y a rien de plus beau, je trouve, que de voir l'alliance entre un adulte et un enfant qui se démarque des modèles pour créer quelque chose qui les concerne. Et ça passe par ce qu'on veut d'ailleurs, fabriquer une cabane, voyager au Groenland, manger des fraises, peu importe. Mais d'un seul coup, il y a une distance qui est prise et il y a une liberté qui dit « je vais faire comme ça et je vais développer ce que j'ai envie de développer ». Et pas simplement j'ai une clé en main, une clé du bonheur, parce que c'était ça ce qui nous amusait aussi, c'est cette fameuse clé du bonheur qui est le titre de la performance. C'est un cliché, c'est une expression figée, donc évidemment qu'il n'y a pas de clé du bonheur. Il n'y a que des clés en chocolat, et heureusement. Mais je pense que cette phrase de Chamoiseau, elle a de l'avenir devant elle, parce que c'est un combat, ça. Bah, ce qui est intéressant aussi dans le choix de ce titre, c'est que finalement, ce cliché, au lieu de dire bon, bah, je vais inventer autre chose, vous décidez de vous le réapproprier et d'en faire autre chose. Et c'est peut-être aussi une petite guérilla pour reparler. Merci beaucoup à tous les quatre. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci beaucoup. Moi, je voudrais poser une question. Est-ce que vous pensez que les jeunes aujourd'hui ont plus d'imagination, peut-être, ou pas, par rapport aux générations précédentes? Ce que nous avons dit tout à l'heure, quelles sont les stimulations qui existent, quelles sont les expériences qui existent. Voilà. Est-ce que vous pensez donc qu'il y a cette différence entre les jeunes générations et les plus anciennes?
Je crois que les jeunes ont une imagination différente, mais on peut pas, au niveau de la quantité d'imagination, il n'y a pas de différence. Ce sont des hommes qui vivent à une autre époque, certainement. Je vois mes enfants, par exemple. Ils ont une imagination, une grande imagination. C'est pas au niveau quantité, c'est au niveau de la... Ils ont aussi de l'humour, d'ailleurs. Ça, c'est vrai. Bonsoir. Je voudrais poser une question. Vous avez dit tout à l'heure, et je pensais que c'était très intéressant, si j'ai bien compris, qu'avec les mots, nous donnons un sens aux choses, et ça, c'est une voie vers le bonheur. Et je voudrais poser la question, aujourd'hui, dans le discours public, les journalistes, les politiciens et les publicistes utilisent la parole de façon un peu, avec une certaine distorsion, alors de façon déformée, alors qu'en même temps, ils disent qu'ils le font tout cela pour notre bonheur. Je voudrais votre commentaire. Dans quelle mesure ceci peut influencer notre propre discours, par exemple, dans notre discours privé, dans la sphère privée? Est-ce que cela nous éloigne du bonheur et crée le malheur? Est-ce que vous avez un commentaire sur ce discours public où les mots n'ont plus rien à voir avec l'essence et l'essentiel des choses? Je vous remercie. Les situations sont très contrastées, évidemment, selon les personnes dont on parle. Mais moi, j'ai envie de vous répondre, c'est pour ça qu'on a besoin des poètes. C'est vraiment pour ça qu'on a besoin des poètes. Et des poètes qui habitent dans la cité et qui font ce travail-là. Parce que la phrase de Camus que je citais, que je trouve magnifique, elle montre bien que lorsque, effectivement, il y a un rapport... comment dire, au langage qui n'est pas le bon, c'est notre propre rapport au monde qu'on abîme. C'est tout à fait ça. Et le vocabulaire que l'on emploie dans sa richesse et dans sa diversité, il est également constitutif de la richesse de ce rapport au monde. Je ne vais pas faire trop de citations, mais il y en a une autre qui me vient à l'esprit de Wittgenstein. Les limites de mon langage sont les limites de mon monde, qui pour moi est une phrase, même s'il l'a employée dans un tout autre contexte, qui est la démonstration par A plus B qu'il faut apprendre des langues étrangères. Tout simplement parce qu'on gagne en richesse dans la capacité à voir le monde. Ça ne veut pas dire que chacun soit dans sa bulle, avec sa représentation purement subjective et arbitraire. Pas du tout. Pas du tout. On peut parfaitement, on partage le même monde et on peut parfaitement parler. Mais chaque langue a sa ressource propre, qui lui permet de dire quelque chose du monde qu'on ne dit pas autrement. Et ça, je trouve ça tout à fait fascinant. Pour en revenir aux politiques, en effet, il est important aussi de pouvoir veiller à ce qu'ils puissent respecter la parole, même si leur objectif n'est pas le même par définition que les poètes. Mais je ne sais pas si les poètes qui sont dans cette salle seront d'accord avec moi, mais cela montre bien que les poètes ont aussi une fonction sociale à cet égard. Les artistes en général, mais les poètes en particulier. Une question. Il semble que nous nous orientons dernièrement dans le débat, que nous nous orientons en matière de philosophie dans un monde post-humain, méta-humain, où prédomine la relation de l'homme avec la machine et peut-être le lien avec la machine, entre l'homme et la machine, la question de l'immortalité aussi qui se pose. Et je voudrais poser la question aux artistes, aux philosophes, aux écrivains, écrivaines. Comment est-ce qu'ils envisagent la notion de bonheur dans ce monde méta-humain ou post-humain qui va peut-être prédominer au XXIe siècle? L'immortalité complique un peu les choses. L'immortalité complique un peu les choses par rapport à la réponse, cette question d'immortalité. Mais je pense que c'est ça la clé.
s'il y a immortalité, à ce moment-là, les choses vont énormément changer. D'après ce que je peux constater, d'après mon expérience, les deux sujets politiques de nos jours, c'est le sujet scientifique et le sujet politique. Voilà quels sont les deux sujets. C'est pour cette raison qu'il y a des théories du complot, parce qu'il y a un sujet politique qui, en coulisses, si vous voulez, planifie tout. Et c'est pour cette raison qu'il y a une véritable foi dans la technique, parce qu'il y a un sujet scientifique aussi, d'autre part, qui connaît le sens des choses, l'essence des choses. La question que pose la philosophie, c'est de savoir si ces deux sujets existent en réalité. La question de post-humain, est-ce qu'il y a vraiment ces deux sujets? Est-ce qu'il y a vraiment un nous, un esprit qui planifie, un nous qui découvre derrière la surface ce qui se passe, ou est-ce que nous vivons dans un univers auto-réglementé qui se réalimente lui-même, du moins après la Seconde Guerre mondiale, et qui se réalimente constamment lui-même? Voilà, selon moi, quelle est l'essence de la question, le fond de la question de l'après. Après humanisme, post-humanisme, post-humain, voilà quelle est la question. Moi, c'est pas une question. C'est pas une question. C'est une petite réflexion et un petit désaccord peut-être que je voudrais exprimer. La pensée, c'est que le bonheur, c'est quelque chose comme la révolution. Ça tient très peu, ça dure très peu s'il arrive jamais, ce bonheur, et crée une sensation de dépendance, de plénitude peut-être, d'exaltation, et peut-être une énergie qui se rassemble et qui donne du tonus à l'homme. Et ensuite vient le retour à la réalité. Le petit désaccord, c'est sur la vie pour vedette. C'est le film dont on parlait tout à l'heure. Je pense que c'est une leçon de certaines pas vers le bonheur ou un type de bonheur. La première chose, ce processus douloureux et pénible à laquelle est soumise Portman, je ne sais pas qui est l'actrice d'ailleurs qui joue dans ce film, et elle se débarrasse peu à peu dans ce processus de la peur. La deuxième étape, ou le deuxième élément peut-être de ce film, c'est la musique. C'est une mélodie que l'on entend dans un espace vide, sans que les personnages communiquent entre eux. C'est une mélodie qui recharge l'être des protagonistes, et ils dansent ensemble, les deux protagonistes. Et le troisième élément, c'est le grand moment du soulèvement et de l'explosion du Parlement. Je le dis au niveau symbolique, car l'homme se libère ainsi d'une sorte de contrainte de lien. Ce sont trois pas, trois étapes vers le bonheur. C'est pour cette raison que j'ai parlé tout à l'heure d'une sorte de révolution. Une question. J'ai beaucoup réfléchi sur le concept du bonheur. Un jour, j'ai eu la question suivante. Est-ce qu'il existe, bon, ça n'existe pas, mais le bonheur permanent, imaginons le bonheur permanent, est-ce que vous croyez que l'homme pourrait supporter ce concept du bonheur permanent, ou est-ce qu'on a aussi besoin du malheur pour mieux évaluer le bonheur? On a toujours besoin du contraire pour arriver à apprécier évidemment les choses. Tout ça a déjà été dit depuis fort longtemps, même par des présocratiques. Moi, je pense qu'en fait, non, le bonheur permanent, c'est peut-être un paradoxe, mais je pense que c'est pas la bonne chose, pour le dire ainsi. Le paradoxe, c'est que en réalité, le bonheur permanent, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est formidable, on est heureux. Très bien, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? On fait quoi maintenant, en fait? Bon, on est heureux, c'est bon, on l'a dit. Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure en disant avec cette phrase de la nouvelle Héloïse, hein, le bonheur m'ennuie. Donc en réalité, le paradoxe, c'est que la fragilité du bonheur est sans doute en même temps sa ressource, c'est-à-dire sa fugacité. L'expérience du bonheur est probablement contemporaine de son propre deuil. Au moment même où je suis en train de constater que mon désir que j'avais est comblé, je suis déjà dans la préoccupation de son renouvellement. Et donc, en réalité, je suis constamment dans cette oscillation entre la peur du manque et l'ennui de posséder. Et du coup, cette tension-là, elle pose la question de savoir comment, justement, on travaille à faire en sorte que cette fugacité, elle devienne dynamique, parce qu'évidemment, on a envie d'être à nouveau heureux. On a envie que ça se reproduise. Et ça ne dépend pas totalement que de nous. Mais c'est là que je pense que l'imaginaire peut prendre le relais. Si, comme c'est écrit dans la petite brochure qui a été réalisée, on est tous d'accord pour dire que le bonheur est un état, ça veut donc dire que ce n'est pas un mouvement. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à doter, à douer le bonheur d'un mouvement qui lui permettra, en fait, de convertir cette fugacité en un processus dynamique où je sais que par l'imaginaire, je vais pouvoir revenir au bonheur. Et finalement, il y a sans doute un mouvement qu'on pourrait qualifier de circulaire, pour autant qu'il y ait cette dynamique-là. Donc je pense, moi, que le bonheur permanent est presque, c'est un peu provocateur de le dire, mais est presque paradoxalement une contradiction dans les termes. Merci. Yes, καλησπέρα και από μένα. Bonsoir. Merci. Moi, je voudrais poser une question, savoir si le bonheur peut être quantifié d'une certaine façon. Et si est-ce que les orateurs pourraient dire s'ils sont heureux ou pas. Et s'ils le disent, est-ce que ce n'est pas une participation au monde du sensible? Est-ce que nous ne traduisons pas le bonheur que nous avons appris avec nos sens? Cet aspect sensoriel ou sensible. Et je pense que ça passe évidemment par les sens. Et il y avait cette petite phrase d'ailleurs, tiens, puisque comme il y a des petites phrases, c'est justement là, tout à l'heure, je vous parlais de Beuys et de Kounellis. Et donc ils se sont rencontrés tous, ils sont 4-5 artistes, et on est au début des années 80 à Bâle. Et voilà ce que dit Joseph Beuys. Il dit « Avant tout, les masses médias sont face à un partenaire. Ici, il y a l'écran de télévision ou le journal, et en face, il y a celui qui observe. Il en résulte une relation sujet-objet particulièrement désunie qui détruit les facultés humaines. C'est l'idéologie de ce que les Américains appellent les visual arts, mais les visual arts n'existent pas. Pour appréhender une œuvre, il faut tous ses sens, au moins 12, sinon 25. Et donc ça a 35 ans, cette phrase, et je trouve que c'est quand même assez visionnaire. Et sur cette idée du post-humanisme et de notre devenir robot, je ne sais pas, j'ai envie de poser une question toute simple, puisque vous nous demandiez, nous, orateurs, si on était heureux. J'ai envie de vous demander, vous, spectateurs, est-ce que vous avez envie de partager votre quotidien avec un robot? Est-ce que vous avez envie de manger avec un robot? Est-ce que vous avez envie de faire l'amour avec un robot? Est-ce que vous avez envie de voyager avec un robot? Est-ce que vous avez envie que les hommes qui vous imposent des robots deviennent des robots? Moi, pas. Est-ce qu'il y a encore une dernière question avant qu'on se quitte? Καλησπέρα. Il y en aura deux. Deux questions. Dans les sciences exactes, d'une façon générale, dans les modèles où il y a un équilibre des systèmes, on dit en général qu'il y a un point crucial
À un certain moment, que ce soit un modèle économique ou que ce soit un équilibre physique, en termes de physique, il y a un point crucial, un moment crucial. Alors que nous considérons que tout va bien, l'homme contrôle l'énergie nucléaire, l'économie, la Grèce prospère, l'Amérique aussi. Finalement, il y a un krach boursier dans les 29-30. Finalement, il y a l'effet papillon et finalement, la Grèce se dissout, se désintègre. Est-ce que dans une situation de bonheur que vit l'homme, est-ce que vous pensez qu'il y a un point crucial quand nous vivons une situation heureuse, un état heureux, en plein de prospérité, de bonheur absolu? Est-ce qu'il y a un moment crucial et où on suit ces mêmes règles que celles de la physique et que tout peut se désintégrer d'un moment à l'autre, ceci par exemple dans les phénomènes sociaux ou autres? Est-ce que vous pensez que ce moment crucial existe? J'espère avoir bien compris la question, mais oui, ça peut bien sûr exister, précisément parce qu'on n'est pas dans le même champ que celui de la physique. On est dans le champ de la liberté humaine. Et il y a la survenance de crise, au sens humain du terme. C'est-à-dire, la crise, c'est quoi? C'est un monde qui est en train de finir et l'autre qui n'est pas encore là. C'est ça une crise, en fait. Un monde qui est en train de s'achever, l'autre qui pousse, dont les contours ne sont pas encore clairs, mais qui est en train d'arriver. On n'a pas encore basculé. Et dans cet entre-deux-là, on essaie de le nommer en disant c'est une crise. Donc oui, ça peut parfaitement survenir, parce qu'encore une fois, c'est le champ de l'humain. J'espère avoir répondu à la question. Pour moi, le point crucial, c'est d'arrêter le dialogue. Je ne sais pas exactement... Je répète, dit M. Arabadzis. Pour moi, le point crucial, c'est la fin du dialogue. Le passage des mathématiques aux sciences humaines, c'est toujours un peu étrange. Et même l'inverse aussi peut être étrange entre les sciences humaines et les sciences exactes. Ce que notre ami nous a dit... nous a parlé d'un autre point, ce vie for vedette. Cela peut créer une discussion. Cette discussion, c'est une sorte de bonheur partagé. Tant que cela n'existe pas, pour moi, c'est un point crucial, justement, quand le dialogue s'arrête. Le fin de la discussion, si vous voulez me poser la question, c'est le point crucial. C'est là, vraiment, où les choses deviennent plus difficiles, plus compliquées. Bonsoir. À un certain moment, on a dit autour de la discussion que le bonheur, c'est une question personnelle. Mais au départ et dans d'autres débats, on a dit que dans la Grèce antique, il y avait une sorte d'échelle du bonheur. Et on pouvait la comparer, le bonheur de l'un au bonheur de l'autre, celui qui a le plus de terres, le plus d'enfants, ou d'une façon générale, celui qui est plus riche que l'autre. Et voilà quel était l'aune. Mais comment est-ce qu'on peut comparer entre les bonheurs? Alors qu'en autre moment, on a cité un extrait de Kazantzakis, et si vous avez dit que le bonheur est mesuré à la taille de l'homme. Mais les tailles peuvent être parfois les mêmes et que ce que je veux moi-même peut coïncider avec ce que veut quelqu'un d'autre. Est-ce que vous voulez dire qu'il y ait pu avoir un bonheur absolu, si ce n'est pour tous, au moins pour un certain groupe de personnes? Est-ce que l'un d'entre vous veut répondre? Je vais répondre à la dernière partie de la question. Il peut y avoir une coïncidence en matière de bonheur, mais chacun d'entre nous est un être différent. Et j'imagine qu'il y aura une coïncidence quand même, parfois, mais je pense qu'on a des points communs. Mais bon... Moi, j'ai envie de répondre à la question avec une anecdote qui est fictive, mais que je trouve intéressante. C'est l'histoire d'un Allemand qui quitte l'Allemagne pendant la guerre et qui part vivre aux États-Unis. Et donc, il devient américain, il parle anglais, etc. Et dans les années 70, un ami allemand à lui vient lui rendre visite à New York. Et alors, ils discutent.
et ils discutent en anglais. Et à un moment dans la conversation, celui qui est venu d'Allemagne, s'adressant donc à celui qui vit depuis 30 ans, lui dit OK, and are you happy? Et répond Yes, 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 I'm very happy. Aber ich bin nicht glücklich. Autrement dit, dans l'idée de ce que ça veut dire le bonheur quand on est aux États-Unis, il s'y retrouvait pleinement. En revanche, dans le souvenir qu'il gardait en tant qu'Allemand de ce que ça voulait dire le bonheur, non, le lien était rompu pour d'évidentes raisons, bien sûr, mais cela, ça illustre le fait qu'il peut y avoir un rapport différent au bonheur selon la culture dont on provient. C'est assez banal comme constat, mais même la langue peut en être porteuse. On va s'arrêter là, merci beaucoup. Et je rappelle juste que le tribunal des générations futures, se posant la question « Faut-il quitter la ville pour trouver le bonheur ?», aura lieu ici à 23h30. Merci à vous.